Bien, je vous propose de commencer. Monsieur, Madame le rapporteur, mes chers collègues, avant d'entamer la semaine prochaine des auditions regroupées par politique publique, nous avons cette semaine encore des auditions plus transversales illustrant différents points de vue. Entreprise aujourd'hui, syndicat de la fonction publique et secrétaire général du gouvernement jeudi prochain. Ça va nous faire une bonne semaine. Le mouvement des entreprises de France, le MEDEF, est représenté par son vice-président, monsieur Samuel Tual. Bonjour monsieur. Je précise que nous recevons aussi des contributions écrites d'autres organisations représentatives des entreprises à qui nous avons envoyé évidemment un questionnaire. Notre commission d'enquête est née des débats qui se sont multipliés ces derniers temps sur la place et le rôle des agences. Nous évitons cependant d'avoir ici une approche trop schématique de ces dernières, notamment sur leur modèle économique et les missions de service public et les mises en œuvre qu'elles exercent sur les territoires. La question principale est d'abord celle de l'efficacité de l'organisation de l'État qui s'est mise en place depuis les années 80, un État qui cherche à se recentrer dans un rôle de stratège pour laisser aux agences celui de la mise en œuvre des politiques publiques. Les entreprises entretiennent de nombreux rapports avec l'État et ses agences pour obtenir des marchés, des aides publiques, mais aussi pour discuter de l'élaboration de normes. Votre point de vue général sur l'arrivée des agences au cours des dernières décennies nous sera utile. Cela m'amène à vous poser une première série de questions. Les agences permettent-elles à une entreprise d'identifier plus facilement un interlocuteur dans l'administration ou participent-elles au contraire à un éclatement des compétences qui rendrait toute concertation plus difficile, facilitante ou pas? Dans la continuité de cette audition, nous recevrons tout à l'heure plusieurs organismes de soutien aux entreprises, à savoir Business France, Atout France, BPI France, qui doit nous conduire à achever cette audition vers 15h45. Donc on va essayer de se tenir à cet horaire. Monsieur Tual, votre mouvement est intervenu le 14 février dernier pour que le gouvernement renonce au projet de fusion entre Atout France et Business France, en plaidant pour le maintien d'un pilotage partagé entre l'État et les entreprises autour d'Atout France. Or, vendredi dernier, au cours d'une audition de Madame le rapporteur, les centres techniques industriels ont également plaidé pour ce mode de gouvernance. J'ai donc une deuxième question. Selon vous, quels sont les avantages de ce mode de pilotage des agences ou organismes parapublics? Avant de laisser la parole à Monsieur Tual pour un propos introductif de 8 à 10 minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et dire « je le jure ». Oui, je le jure. Très bien. Écoutez, Monsieur Tual, vous avez la parole pour un propos introductif et après ça, je laisserai la parole à Madame le rapporteur et aux autres personnes de cette commission pour un échange jusqu'à 15h45. Merci. Très bien, merci Monsieur le Président, Madame le rapporteur. Merci pour cette invitation et pour le fait que vous donniez la parole aux entreprises sur cet important sujet des agences et l'efficacité des politiques menées par l'État. J'aimerais dire en propos introductif que cette audition s'inscrit dans un contexte particulier, celui d'un pays qui connaît une croissance faible actuellement, avec de nombreuses défaillances d'entreprises et bien sûr le lot de destruction d'emplois, avec un taux de chômage qui tente à progresser tout au long de l'année. Aussi un manque de visibilité, une grande instabilité pour le monde économique, tant au niveau géopolitique qu'au niveau national. Et donc nous avons de nombreuses inquiétudes et menaces sur la loi de finances 2026, après un budget 2025 qui, selon notre point de vue, pénalise l'activité. Vous le savez, mais je sais que dans cette enceinte, c'est bien identifié, les entreprises créent la richesse sur le pays, nous finançons le modèle social, nous investissons, nous innovons, nous finançons également de nombreuses transitions. Et donc, la question qui est posée, est-ce que finalement ces agences et ces opérateurs encouragent, facilitent, aident
ou au contraire, elles empêchent, elles contraignent et elles sanctionnent? Est-ce qu'elles contribuent à la lisibilité des politiques de l'État, politiques nationales ou publiques, ou au contraire, est-ce qu'elles complexifient et elles démantèlent l'action publique? Donc vous le savez qu'au MEDEF, nous sommes très attachés à ce que nous ayons un contexte de croissance responsable pour, évidemment, pour l'avenir du pays, et que cette croissance responsable doit se faire avec des enjeux d'attractivité pour la France, mais aussi de compétitivité de nos entreprises. Le budget 2025, avec ses 13 milliards de fiscalité supplémentaire sur les entreprises françaises, est mauvais pour les entreprises, de la TPE aux grandes entreprises. Il est mauvais pour l'emploi, il est mauvais pour l'économie, et il représente une menace pour l'attractivité de la France, notamment en mettant en question l'effort d'alignement sur les prélèvements sur l'industrie vers la moyenne européenne. Parmi les signaux négatifs, on a eu cette surtaxe IS qui est estimée à 8 milliards d'euros, avec un taux d'IS qui s'élève à plus de 35%, au moment où d'autres pays ont fait le choix de le baisser, et la suspension de la baisse de la CVAE qui pourtant avait été votée et programmée. Et donc nous pensons que l'ajustement budgétaire doit porter avant tout sur la baisse des dépenses publiques, et nous détenons actuellement le record mondial de la dépense publique avec 57% du PIB en 2024, et ce déficit le budgétaire de la France, qui devrait dépasser 6% en 2024, et son endettement public atteindre 113%, s'établissent à plus de 3 000 milliards d'euros. Au-delà de ce niveau d'endettement, c'est son accroissement qui nous inquiète le plus. Et donc, depuis 1997, l'année de référence pour valider l'entrée dans la zone euro, la dette publique française a augmenté de près de 50 points du PIB, contre 15 en moyenne en Europe. Donc oui, à la première question posée par cette commission d'enquête, la rationalisation des dépenses de l'État est un gisement, de notre point de vue, inépuisable d'économie et d'efficience en matière d'action publique. Un État mieux géré est par nature un État qui est moins coûteux. Comment le pays qui aujourd'hui est le plus dépensier au monde peut-il manquer de moyens dans ses services publics? L'accroissement continu des moyens consacrés à nos services publics a eu pour effet de les exonérer, de notre point de vue, d'efforts de gestion. Les comparaisons internationales nous montrent que nous leur consacrons davantage de moyens que d'autres pays, alors que nous obtenons de moins bons résultats. L'exemple peut-être le plus parlant est la question de la santé. Nous sommes au 3e rang sur 49 pays pour les dépenses de santé rapportées au PIB. Et pour autant, nous sommes confrontés à des urgences saturées, déserts médicaux, pénurie de médecins spécialisés, hôpital chronique en crise. Et nous sommes au 11e rang s'agissant de la mortalité, de l'âge de mortalité. Donc cette commission d'enquête cible donc un sujet de la plus haute importance de notre point de vue, qui est la question du rôle, le fonctionnement et le coût des opérateurs de l'État. Et donc il y a urgence à trouver les voies et moyens pour baisser la dépense publique et renforcer l'efficience de cette sphère. S'agissant du nombre d'acteurs ou d'agences, 103 agences autonomes, 434 opérateurs aujourd'hui, alors versus 649 en 2008, mais un coût qui a augmenté de plus de 60% en 6 ans, passant de 51 milliards d'euros à 80 milliards en 2024. 317 organismes consultatifs, comité Théodule, qui donnent des avis, qui entraînent un coût de 34 millions d'euros. Donc les opérateurs sont moins nombreux aujourd'hui, certes, mais malgré la diminution de la quantité d'opérateurs, les budgets augmentent, et notamment les budgets de fonctionnement. La dépense d'intervention exercée par les opérateurs a augmenté, et face à de telles évolutions, il est donc en effet assez légitime de se poser la question de l'utilité de ces opérateurs et voir s'ils ne font pas doublon entre eux et avec d'autres organismes. Donc, au-delà des questions de coûts, nous pensons au MEDEF que l'État se trouve peu à peu démembré par l'attribution de nombre de ses missions à ces agences.
L'État crée des agences pour se donner de la souplesse, certes, c'est-à-dire, mais quelquefois, contourner ses propres règles. Au-delà des surcoûts, c'est un système d'agences qui affaiblit le fonctionnement et la crédibilité de l'État et génère finalement une forme d'émiettement des responsabilités. Donc les entreprises sont confrontées évidemment à la multiplicité des interlocuteurs étatiques dans un contexte où année après année, guides ou lignes directrices se multiplient. Pour ces raisons, nous pensons qu'il faut un signal politique fort, en interne et en externe, montrer aux administrations que les opérateurs contribuent réellement à l'effort de baisse des dépenses publiques, et puis communiquer sur l'action de l'État quant au maquis des structures publiques qui gravitent autour de l'État, pour clarifier les missions. En matière de simplification, les entreprises attendent évidemment plus de visibilité, moins de reporting, plus de souplesse. La simplification reste au cœur des attentes des entreprises. Elles doivent jongler entre les difficultés multiples, longueur de délais administratifs, notamment en matière industrielle et d'urbanisme, redondance des informations demandées en matière de reporting, complexité de vocabulaire, manque de clarté dans les textes et lois, et difficulté à identifier le bon interlocuteur au sein de l'administration. Les entrepreneurs jugent que cette complexité administrative est coûteuse en temps pour 74% d'entre eux et représente également un coût financier pas négligeable, alors que près de la moitié des dirigeants concernés déclarent faire appel à des prestataires de services pour d'ailleurs interagir avec les différents services. Nos entreprises consacrent en moyenne 8 heures par semaine aux tâches administratives plutôt qu'à leur cœur de métier. Cette complexité a un coût estimé à 80 milliards d'euros qui s'envole tous les ans en équivalent temps plein, en frais d'accompagnement, de conseil et pour démêler des situations parfois complexes et bien sûr en chiffre d'affaires perdu. Donc notre double système administration-agence crée beaucoup d'incertitudes autour des politiques et des décisions. Et ce modèle d'agence est structurellement plus coûteux que la gestion administrative classique. Donc c'est un frein en matière d'efficience, en matière d'action, mais aussi de responsabilité. Donc l'exemple peut-être aussi autour de la santé en période Covid, quand c'est la question de manque de masques, de tests et de médicaments s'est posée, qui finalement était en responsabilité sur ces questions, la Direction générale de la santé, le ministère, le Conseil scientifique, Santé publique France, la Haute Autorité de santé, le Haut Conseil de la santé publique, la Conférence nationale de la santé, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale ou l'ARS, enfin bref, une dispersion des rôles et responsabilités. Frein en matière de coûts, puisque chacune de ces agences, après leur installation, a pour objet de créer sa propre structure, son propre budget de fonctionnement, ses propres gestions RH, sa propre comptabilité, ses propres finances, et ça renchérit énormément le coût de ces agences, en particulier pour les plus petites. Donc la régulation de la dépense des agences par l'administration fait défaut. Seuls 21% d'entre elles, soit 500 organismes, sont actuellement en contrat de performance selon la Cour des comptes. Et donc, au-delà des freins en matière d'efficience, freins en matière de coûts, il y a aussi une inflation et de complexité normative, puisque chacune d'entre elles définit les règles et les notices s'agissant de leur plan d'action et dans les interactions avec les entreprises, au-delà du jargon et des contraintes. Elles demandent à nos entreprises de s'identifier, de remplir un certain nombre de documents, et elles contribuent bien sûr à nourrir cette complexité. Donc, en conclusion de ce propos introductif, nous avons un enjeu dans la situation du moment d'économie budgétaire et de dépenses publiques. Donc, c'est la question posée est intéressante de ce point de vue-là en matière d'économie, s'agissant de gisements très, très importants. La question de l'efficience du rôle, du fonctionnement est également très important. Et puis cet état démembré qui génère une multitude de contacts fait que les entreprises dans les territoires
ne savent pas forcément quelles sont les compétences ou vers quelle administration ou agence se tourner. Donc ça contribue au manque de lisibilité. Et puis, vous l'avez compris aussi, chacune d'entre elles définissent leurs règles. La question de l'ajout de normes et de contraintes peut apparaître aussi dans la mise en œuvre de ces agences. Et au fond, la question posée à travers l'ensemble de ces points, c'est finalement quand l'entreprise est confrontée dans le territoire à un projet d'investissement, de quelque nature qu'il soit, au-delà du temps, des délais d'instruction, c'est aussi de savoir en cas de blocage, quels sont les interlocuteurs avec lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir faire avancer les dossiers. Et donc le rôle entre la décentralisation, la déconcentration, le rôle des services de l'État dans les territoires, comment tout ça finalement s'articule pour que le périmètre de responsabilité de chacun soit bien compris, pour que l'on puisse intervenir auprès des bonnes personnes. Merci pour ce propos concis. Je vais passer la parole à Madame la rapporteure. Consacre 8 heures par semaine pour les tâches administratives. Si jamais il n'y avait plus d'agences, mais que des services d'État, que ce soit les services de la préfecture, donc sous toutes leurs formes, hein, les DREAL, suivant les objets, est-ce que vous avez le sentiment que ces 8 heures de temps de travail seraient diminuées ? Et donc indirectement en creux, c'est aussi, est-ce que vous pouvez nous illustrer cette idée que les agences contribuent à l'inflation normative, ce que vous nous avez indiqué aussi, mais en nous donnant des exemples. S'agissant du premier point sur le coût, il s'agit de notre point de vue des coûts de fonctionnement de chacune d'entre elles. La structure, la création de la structure, alors c'est évidemment moins vrai pour les plus importantes qui peuvent avoir des coûts qui peuvent se justifier, mais pour les plus petites d'entre elles, l'administration, le fait de gérer ces structures, s'agissant de la partie RH, la partie comptabilité, fonctionnement, enfin rituel, etc. Fonctionnement, on a un mécanisme qui répété en grande quantité, fait évidemment défaut en termes d'efficacité. La question qui est posée autour de ça, c'est que, alors, c'est finalement, pour chacune d'entre elles, quels sont leurs rôles précis, leurs contributions. Et c'est pour ça que j'ai souligné l'importance des contrats de performance selon la Cour des comptes, pour qu'on puisse se réinterroger finalement à bonne fréquence si les moyens mis en œuvre pour leur financement par les finances publiques sont justifiés par rapport aux missions qu'elles couvrent et l'utilité de ce qu'elles couvrent. Donc ça, c'est plus en lien avec la dispersion des structures et la façon dont elles sont organisées. J'entends votre propos, mais un certain nombre d'opérateurs qui ont effectivement des budgets qui sont très élevés, en fait, quand on regarde le coût réel des dépenses de fonctionnement à l'intérieur de ces budgets, est extrêmement faible en proportion. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer 3 blocs de dépenses, les crédits d'intervention. Donc c'est là que je vais vous interroger pour savoir si vous appelez la suppression de certaines politiques de soutien aux entreprises. Ensuite, il y a les dépenses de RH, mais qui sont uniquement là pour permettre la mise en œuvre de ces crédits d'intervention. Donc, si on supprime les crédits d'intervention, on supprime automatiquement les RH, j'entends. Et puis après, il y a les crédits de fonctionnement purs de la structure, mais à l'intérieur de ces crédits de fonctionnement, si vous avez des agents, il faut bien leur donner un bureau. Donc, quand ils ont un bureau, ils génèrent forcément des dépenses de fluide. Donc,
quand bien même on n'aurait plus l'agence, si vous nous dites qu'il faut garder la politique d'intervention, il faut garder les agents et ensuite les agents, il faut les mettre dans des bureaux. Alors que ces bureaux appartiennent au ministère ou qu'ils appartiennent à l'agence, les coûts de fonctionnement vont demeurer. Donc c'est là où j'avais bien noté, vous citez cette diminution du nombre des agences et en même temps l'augmentation du cumul dans le jaune budgétaire, sauf que derrière il faut aller regarder aussi les politiques publiques qui ont été créées sur le même intervalle de temps. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a certaines de ces politiques publiques dont vous nous dites qu'elles sont inefficaces et qu'il faut les supprimer? Et donc à ce moment-là, on vous suivra dans ce propos, on ira supprimer et l'agence, enfin ou l'opérateur, quelle que soit sa forme, et donc les dépenses de personnel ou autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que représentant des entreprises de France, vous êtes capable de nous dire ce qui pour vous ne marche pas en termes d'action publique? Après, on peut interroger, effectivement, ça sera aussi le cœur de notre mission, de savoir si deux opérateurs qui sont proches ne devraient pas devenir uniques pour rationaliser un peu les RH, les locaux. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas avec ça qu'on va résoudre l'équation budgétaire de 2026 et des années suivantes. Aujourd'hui, la question qui se pose devant nous quand on questionne les agences, c'est aussi ce qu'on questionne, qu'est-ce qui relève toujours du champ des politiques publiques. Donc, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin dans vos propos pour venir nous dire ce que vous êtes prêt à abandonner? Alors, sur le sujet du coût, ça part du constat qu'effectivement, les nombres d'agences a diminué, mais le coût des opérateurs a progressé de plus 60% en 6 ans depuis le 2019. Est-ce que vous pouvez nous dire quel coût, non mais quel coût, je le redis, parce que c'est le coût des budgets d'intervention. Si on parle de coût, le coût pur, ça serait de dire qu'effectivement, si les agents sont payés par les opérateurs au lieu d'être payés par le ministère de l'économie, on a plus X% sur la masse salariale. C'est de dire que si les agents ont des bureaux dans un opérateur versus les avoir dans la directe ou autre, c'est plus X. Là, c'est un coût pur lié à l'existence de l'agent. Parce que si c'est que dire que ça a augmenté, oui, mais derrière, il y a des politiques. Est-ce que vous êtes contre le plan très haut débit? Est-ce que vous êtes contre... Non. Voilà, je suis désolée, je suis un peu provoquée. C'est parce que c'est le cœur de notre travail des prochaines semaines. Le problème la question des crédits d'intervention, il ne s'agit pas de remettre en cause par la nature de ces crédits d'intervention qui répondent à des politiques publiques et qui sont dans la démarche que j'évoquais en préambule, d'inciter, d'encourager et d'accompagner des projets de quelque nature que ce soit. La difficulté auquel nous sommes confrontés, c'est que, alors déjà, il y a pour un certain nombre d'entre elles plutôt, de ces agences, une multitude de dispositifs. Avec des rôles qui concernent les missions qui ne sont pas forcément claires entre différents organismes. On assiste à une forme de chevauchement de domaines de compétences d'intervention de certaines de ces agences en plus des services de l'État qui complexifient considérablement la relation et qui potentiellement même met en difficulté la mise en œuvre de ces crédits d'intervention puisque les entreprises n'ont pas accès. Je pense notamment au budget de l'agence de l'eau, typiquement, qui est une agence qui, de par sa gouvernance, fonctionne plutôt bien, globalement, où notre place a été, même si elle a été révisée à la baisse, enfin, nous sommes impliqués dans cette agence. Mais le constat, c'est que chaque année, les budgets, les crédits d'intervention ne sont pas utilisés à 100% parce que les entreprises ne savent pas qu'elles peuvent être accompagnées ou aidées sur tel ou tel dispositif. Donc on a un manque de visibilité de ces budgets et de ces dispositifs existants. On a d'autres agences qui, de la même façon, je crois que c'est... de quelle agence il s'agit, où nous avons 115 dispositifs les uns à côté des autres. Je crois que c'est au niveau de l'ADEME. 115 dispositifs proposés par l'ADEME avec des tickets d'intervention plus ou moins importants. Ça mériterait d'être simplifié
toiletté pour revoir, pourquoi pas aussi, le montant de ces interventions de telle sorte qu'ils puissent être plus fléchés vers des investissements significatifs. En tout cas, on a aujourd'hui une complexité qui est générée par cette organisation. Alors là, vous nous dites 115 dispositifs proposés par l'ADEME. Est-ce que c'est l'existence même de l'ADEME qui fait qu'il y a 115 dispositifs ou est-ce que c'est l'organisation de l'État qui fait qu'on a 115 dispositifs parce que derrière l'ADEME est délégataire de crédit pour le compte du ministère de la Transition, pour le compte du ministère de l'Économie, pour le compte d'eux et que chaque ministère a sa propre logique et finalement, quand bien même on n'aurait pas d'ADEME, vous auriez quand même ces 115 dispositifs, sauf qu'il y en a un qui serait porté par le ministère, 5 par le ministère de l'Économie, 5 par le ministère de la Transition, 5 par le ministère. Donc, voilà, il faut peut-être, c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais dissocier ce qui vient de la complexité de l'organisation de l'État en tant que tel, et après ce qui vient du fait même que ce soit fait par une agence. Et je vous le dis aussi, nous on est absolument fermés à aucune évolution dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que si vous aviez le sentiment que ça marcherait mieux si tout était recentralisé auprès des ministères, il faut nous le dire, ou si à l'inverse vous pensez qu'il y a certains des dispositifs, des actions portées par certains opérateurs qui devraient être délégués aux collectivités. En fait, c'est voilà, nous donner un peu des exemples concrets sur là où vous trouvez des sources de complexité. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'action publique devienne plus efficace? C'est-à-dire que quand j'entends que vous nous dites qu'on ne consomme pas le budget des agences de l'eau parce que les entreprises ne savent pas qu'elles peuvent être accompagnées, est-ce que c'est parce que les agences de l'eau communiquent mal? Est-ce que c'est parce que vous, en tant qu'organisation représentative, vous n'êtes pas en capacité d'aller transmettre l'information aux bénéficiaires potentiels de l'existence de ces dispositifs? Là, du coup, on a une non-efficacité de la politique publique. Voilà. C'est sur ça qu'on attend votre contribution et votre éclairage. Parce que nous, derrière, on veut faire des propositions justement pour aller dans votre sens, d'avoir une action publique plus efficace. Quelle qu'en soit la forme, je ne pense pas tant la questionner la forme, mais proposer des solutions, nous dire ce qui ne va pas. Donc, trois éléments pour répondre à cette question. Sur le sujet alors l'ADEME est effectivement pas forcément le bon exemple, même si il est parlant s'agissant des aides. La multiplicité des aides, puisque effectivement le MEDEF n'est pas pour la suppression de l'ADEME. On souhaite, j'ai envie de dire que cette agence a trouvé sa place dans le paysage et notre rôle à leur côté fait que globalement un certain nombre leur mission, de notre point de vue, est beaucoup plus claire. Et sur leur capacité à accompagner les projets portés dans les territoires. En revanche, je vous le disais, la multitude des dispositifs qui enlèvent de la lisibilité. Donc là, on a un sujet de simplification potentiellement à ce niveau-là, mais c'est pas le fonctionnement de l'ADEME en tant que tel qui pose problème. D'ailleurs, à ce titre-là, le point important, c'est qu'on a constaté que partout où dans ces agences, dans les conseils d'administration, dans le pilotage de l'agence, il y avait une place laissée aux acteurs économiques, ça pouvait potentiellement, dans un certain nombre de cas, aider à faire ce lien avec les territoires. Ça nous permettait de mieux connaître aussi les enjeux portés par chacune d'entre elles. Et ça permettait aussi de porter une attention particulière sur la nécessité de faire ces projets de façon responsable sans pour autant les pénaliser ou les empêcher sur les questions de délai potentiellement, sur les délais d'instruction et sur la façon dont ça pouvait se dérouler. Et donc, à ce titre-là, parmi les petites améliorations s'agissant de l'ADEME, on a besoin de renforcer justement le rôle du MEDEF aux côtés de cette structure. Après, par rapport aux pistes que vous évoquez et aux différentes solutions que l'on pourrait
formulées. On a un sujet de fusion pour certaines structures qui font doublon. Et qui pourraient aller dans la logique que j'évoquais de faire des économies de structures. Certaines mériteraient d'être un peu plus décentralisées. D'autres, pourquoi pas, s'agissant de certains opérateurs privatisés. Certaines assurément supprimées. Et puis d'autres déconcentrées. Et donc, s'agissant des fusions, on estime, il y a eu différentes études portées notamment avec des sources sur EY sur le sujet, potentiellement aller chercher une économie d'1 milliard d'euros sur la fusion de certaines d'entre elles. Alors, si on revient au sujet de l'ADEME, on ne peut pas parler de l'ADEME sans évoquer le sujet du CEREMA, de la NCT, qui sont toutes les trois en charge de la transition écologique. Et donc, typiquement, quand on parle de compétences, de domaine de compétences, comment on peut, entre la politique publique sur ces enjeux de transition, tout ce qui est comment on peut organiser les orientations, les aides qui peuvent être proposées aux entreprises qui souhaitent aller dans cette démarche, de la partie contrôle, sanction. Et c'est un point aussi peut-être qui mérite d'être précisé, c'est que dans un certain nombre de cas, on pourrait quasiment être en conflit d'intérêts, puisque certaines d'entre elles ont des missions de différentes natures, elles opèrent, elles conseillent, et puis elles ont ce rôle de sanction potentiellement. Et entre la part donnée dans la gouvernance et dans le fonctionnement, on a des agences qui potentiellement se retrouvent un petit peu en difficulté pour rendre visible leur mission. Dans l'agriculture, quand on parle de l'INRAE et qu'on regarde ce que fait Ifremer et le rôle de France Agri Mer, on est dans le même schéma où finalement on a des structures qui couvrent des champs en commun. Et donc, potentiellement, on pourrait assurément les rapprocher. Dans le domaine spatial, l'ONERA, Centre français de recherche aérospatiale, l'ISAE, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, le musée de l'air et de l'espace, le CNES. Enfin, là, on est sur des structures qui, en termes de périmètre d'intervention, sont très proches les unes des autres. Et donc là, on est sur l'illustration de la fusion. Ensuite, s'agissant des efforts au titre du fonctionnement, le monde économique est habitué à faire des efforts à différents moments. Invité à une réduction de 4% par an pendant 5 ans des dotations de l'État à ces opérateurs pourrait générer une économie de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, pour reprendre mon propos introductif, c'est la surtaxe IS qui a été demandée, l'effort aux entreprises externes. Bon. Donc là, on est sur un sujet qui en termes d'impact et de message adressé, serait intéressant. La décentralisation, c'est des doublons de compétences avec les régions. Donc, je vais revenir, je suis désolée, sur ce rabot automatique de 4%. Si on fait ça, puisque vous avez largement parlé de l'ADEME, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on enlève du fonds chaleur, du fonds économie circulaire, des politiques publiques qui vont directement faire travailler le tissu économique local. Donc, est-ce que c'est votre choix? Parce qu'on peut le faire et à ce moment-là, c'est vraiment, on en revient toujours à la question de politique publique et budget de fonctionnement. Typiquement, faire 4% sur l'ADEME, mais à ce moment-là, vous supprimez tout et donc il n'y a plus d'agents, il n'y a plus de locaux. Donc, s'il n'y a plus d'agents, s'il n'y a plus de locaux, il n'y a plus de politique publique. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que le sujet dont on discute est compliqué, mais il faut aussi essayer d'aller un peu dans le concret et sur des choses assez précises. C'est-à-dire, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui, pour vous, vous avez commencé par exemple à évoquer des sujets dans le spatial, des sujets, mais derrière, est-ce qu'au-delà de la première photographie, et celle-là, je pense que c'est aussi les enjeux du mouvement des entreprises, c'est l'impact sur l'économie réelle. C'est-à-dire que si on vient supprimer les politiques publiques, ça veut dire qu'on estime, et que vous estimez aussi, qu'à ce moment-là, le secteur privé peut faire mieux tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, on aura peut-être moins de charges publiques à financer, donc peut-être moins de fiscalité ou moins de besoin de recours au levier fiscal, mais ça veut dire que derrière, vous pensez que vos entreprises, elles trouveront leur marché seules, pour plus efficace.
Est-ce que c'est ce que j'entends quand vous nous dites moins 4% sur tous les opérateurs? Effectivement, on entend, c'est un calcul de coin de table, ça donne les milliards d'économies, mais est-ce qu'on est certain qu'on n'aura pas un effet de bord plus négatif sur l'économie? Ouais, je vais peut-être laisser des collègues poursuivre dans le tour de table, et après, j'aimerais vous interroger sur les agences de soutien spécifiques aux entreprises qui vont succéder juste après, mais peut-être en clôture. Oui, on va laisser la parole aux collègues. Est-ce qu'il y a des inscrits? Alors, je vois que Christian Billac est prêt à appuyer sur le bouton. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent prendre la parole après Christian? Ok, Jean-Marc. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais rebondir sur les propos de Mme le rapporteur, de Christine Lavarde. Si on rabote 4%, est-ce que vous ne pensez pas que ces 4%, ils vont être rabotés sur les crédits d'intervention? Que la dépense administrative, les locaux, les flux resteront identiques, et qu'il y aura donc, de facto, une réduction du volume des interventions de 4%. Est-ce que ce n'est pas le danger qui guette si on vous suit dans cette politique du rabot? Je réponds les unes après les autres. Ce qu'on va faire, Jean-Marc, peut-être ta question, puis après ça, on passe la parole à M. Tual. Oui, enfin, je pense qu'on partage tous autour de la table cette volonté d'essayer de traquer, dans ce moment un peu compliqué en termes d'équilibre budgétaire, les agences, les politiques qui ou ne serviraient à rien, ou seraient datées, et finalement des agences qui seraient restées en fonctionnement alors qu'aujourd'hui elles ne se justifieraient plus. Moi, je ne suis pas venu attendre un discours général, global, qu'on entend régulièrement sur les agences coûteraient cher, le fonctionnement. Quand on le confronte aux chiffres, ce n'est pas tout à fait vrai. Et même vous, sur certaines agences dont on a proposé le regroupement, le président l'a évoqué tout à l'heure, la question du rapprochement entre Business France et Atout France, qui ne travaillent pas tout à fait sur les périmètres, mais dont on peut imaginer qu'ils se rejoignent. Vous étiez opposés. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des éléments un peu concrets, un peu dans l'esprit de ce qu'a évoqué la rapporteure, pour qu'on essaie de faire un travail utile. Et donc, j'avais une question assez simple. Dans le domaine qui est celui de l'économie, dans les rapports que vous pourriez avoir directement avec certaines agences, il y en a 1200 en tout, je ne sais pas combien travaillent directement dans l'économie, seriez-vous en capacité de m'en citer quelques-unes, pas plus d'une dizaine, qu'il y aurait urgence à supprimer parce qu'elles ne vous apportent absolument rien, voire même les crédits qui seraient dispensés ne vous seraient pas utiles? Monsieur Tual. Alors, sur cette question je comprends ce que vous nous dites sur ces 4% et le risque, effectivement, par facilité, où on dit le rabot, on le fait sur les crédits d'intervention, sur la partie utile et pas sur la partie principale. Je pense que néanmoins, il est venu le temps de montrer un effort particulier sur le sujet. Quand on dit 4%, à l'échelle, pour une entreprise, je veux dire, c'est fait partie des sujets qui sont tout à fait entendables et possibles. On doit pouvoir aller les chercher, à condition qu'en même temps que ce sujet budgétaire est posé, on se repose la question des doublons et des chevauchements s'agissant des missions et des domaines d'intervention. Je vous ai cité quelques exemples de structures ou d'agences qui interviennent sur les mêmes champs de compétences. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de penser que ces agences, sauf à repréciser leur rôle et effectivement détourer précisément le rôle de chacune d'entre elles, si on laisse en l'état, l'idée c'est pas de supprimer, mais c'est de rapprocher pour pouvoir aller chercher des économies de fonctionnement pour permettre d'avoir d'abord plus de visibilité, plutôt que de disperser l'action, et puis aussi de rendre plus efficaces les interventions sur justement ces crédits d'intervention. Le deuxième sujet, au-delà des contours et des missions, c'est entre la politique nationale et la façon dont elle est déclinée dans les territoires, on a aussi au-delà des chevauchements entre les agences, des chevauchements entre les services de l'État dans les territoires, les agences, et puis des compétences qui peuvent être données aussi à certaines collectivités.
Alors là, on a aussi pas mal de sujets, notamment en matière d'urbanisme, où pour le coup, quand on prend l'ONRU, quand on prend la DDT, etc., on a des structures qui interviennent aussi sur le même champ et qui font que finalement l'entrepreneur dans le territoire, quand il est confronté à ce type d'interlocuteur, ne sait pas forcément quel est le rôle des uns des autres. On porte de ce point de vue-là quelque chose de simple, c'est que pour nous, le représentant de l'État dans les territoires, c'est en réalité, c'est souvent le préfet de département ou le préfet de région. J'ai eu la chance de présider notre MEDEF région, dans une belle région qui est celle des Pays de la Loire, où pour le coup, sur un certain nombre de sujets, j'ai vu l'impuissance de l'État. Qui, face à des situations, s'est retrouvé à avoir perdu le contrôle des missions des agences, où finalement on comprend bien le rôle dans tel ou tel domaine, mais quand il s'agit d'arbitrer à un moment donné, parce qu'il y a une situation de blocage qu'il faut débloquer, et que le préfet dit je ne peux pas intervenir sur l'agence parce que l'agence est autonome ou qu'elle est rattachée à l'administration centrale, etc., on estime qu'il y a un problème d'attribution des rôles, et finalement la question qui est posée, c'est qui est le patron ? Qui décide? Et donc, de notre point de vue, sur un département, le préfet du département doit être en capacité d'arbitrer. Alors, il s'assure que les politiques sont menées, que les relais et que tout soit bien, que les politiques soient bien disposées, enfin en tout cas réparties. Et puis après, en fonction des projets portés dans son territoire, des projets d'investissement, des projets de développement, d'innovation par les uns et les autres, il s'assure que les délais sont respectés. Et puis en cas de difficulté, il doit être en capacité d'arbitrer entre les uns et les autres. Parce que parfois, on se retrouve dans des situations complexes. Même chose au niveau de la région. Il y a la plupart de ces agences au niveau national. Je prendrai l'exemple de l'OFB. L'OFB, je vais peut-être vous surprendre. L'OFB, nous avons d'excellentes relations au niveau national avec l'OFB au MEDEF. Nous travaillons avec l'OFB sur les enjeux de la biodiversité et ça se passe plutôt très bien. Par contre, sur les 3000 agents et qui ont 1700 agents qui ont pour mission de contrôler, sanctionner les opérateurs dans les territoires, c'est au niveau local, au niveau territorial que le sujet est plus complexe à mettre en œuvre et où on se retrouve confronté à des difficultés. Donc on est la question au-delà le fait que c'est assez atomisé, que ça manque de lisibilité, c'est comment tout ça vit au quotidien et permet de fonctionner et d'arbitrer dans la gouvernance. J'ai envie de dire, c'est un sujet de gouvernance finalement de tout ça au niveau des territoires. Et donc cette décentralisation, quand on dit on décentralise et on applique, ça part plutôt d'un bon sentiment, mais de toute façon, on est sur un sujet où j'ai envie de dire, toutes les agences, à l'origine, quand on les crée, ça part toujours d'un bon sentiment. Parce qu'il y a toujours un sujet qu'il faut porter de façon spécifique. Et après, c'est avec le temps, c'est la façon dont les choses se mettent et se mettent en œuvre où on a ce phénomène d'empilage. Et donc quand on dit on décentralise, c'est très bien, mais si on décentralise, il faut qu'à un moment donné, les responsabilités dans les territoires, qui tiennent compte des spécificités locales et territoriales, soient mis sous contrôle à un moment donné pour éviter cette dispersion que l'on rencontre dans un certain nombre de cas. Et donc c'est en ça que le préfet, les préfets, quelle que soit leur nature, peuvent évidemment intervenir de notre point de vue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la gouvernance. Alors après, évidemment, la tentation serait grande dans un certain nombre de cas de dire il y a certaines de ces missions qui pourraient aller côté collectivité. Là, pour le coup, on est plus réservé parce que je pense qu'il faut bien dissocier les missions des collectivités. Enfin, collectivité, ou quand je dis collectivité, ça peut être l'exécutif régional également. Ils ont leur domaine de compétences. Il y a les missions de l'État qui doivent être assurées. Et tout ça, c'est une question de coordination. On est assez à l'aise au MEDEF avec cette notion de quadripartisme où finalement
avec l'État, avec la région, enfin les collectivités, les OS et les représentants du monde patronal. On est capable de collaborer au sens travailler ensemble dans les territoires. Et ça fonctionne dans un certain nombre de cas très bien. Mais il faut rendre ça possible et pas avoir des structures qui nous échappent. Après, il y a certaines d'entre elles qui mériteraient peut-être de sortir du secteur en tant que coopération, du secteur public, pour aller vers le secteur privé ou marchand. La privatisation de l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE, l'Agence nationale de la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, la Météo France, le Laboratoire national de météorologie et d'essais, typiquement, près de 4 milliards d'euros d'économies potentielles en privatisant ces structures qui remplissent des missions qui pourraient très bien sortir du cadre public dans lequel elles sont. Et donc, en reprécisant ce qu'on met derrière le terme de déconcentration, on peut aller chercher, à mon avis, plus d'efficience pour la sphère publique. Et je tiens à signaler à la Commission qu'il y avait eu d'ailleurs à ce titre-là des travaux CAP 22, un plan de transformation de l'action publique qui a été voté, qui avait été pensé par l'État en 2018 avec des mesures pour transformer et moderniser l'action publique, hôpital, éducation, éviter des dépenses inutiles, suppression des doublons, déconcentration de l'action publique et renforcement de l'action publique territoriale. Je trouve que votre audition d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans le prolongement de ces travaux. Cette loi a été votée, elle n'a pas été mise en application. Ça peut être un bon début aussi pour travailler. Ce plan n'a jamais été appliqué. On parlait de 20 milliards d'économies en termes d'impact à l'époque. Si vous permettez, il s'avère que vous n'avez pas de chance, mais j'étais membre de CAP 2022, donc en fait ça n'a jamais été voté. C'était un rapport qui, d'ailleurs, entre la philosophie au lancement de CAP 2022 et ce qu'il en est sorti ensuite, il y a eu un peu un décalage et une évolution dans les missions. Et voilà, on va dire que nous, on repart de zéro parce que c'est pas directement applicable. Mais dans ce que vous venez de nous dire, j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous aimeriez, c'est plutôt choisir de devoir payer pour un service. Si on prend l'exemple de la météo, je vais vous donner un autre exemple avec l'IGN. Aujourd'hui, l'IGN est un organisme public qui fonctionne sur fonds publics, mais qui met à disposition gratuitement les données de cartographie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'établissement a d'ailleurs un problème de soutenabilité parce que son modèle économique est complètement remis en cause avec la politique de données ouvertes. Ces données de cartographie, elles bénéficient aux citoyens, aux entreprises, elles bénéficient à tous. Si demain, cet opérateur disparaît et devient une entreprise privée, les citoyens, les entreprises devront donc payer le service de cartographie. Donc, est-ce que vous nous dites, c'est que vous préfériez être dans un univers de choix, vous choisissez ou pas d'acheter une prestation, et même si vous devez l'acheter très cher, plutôt que d'être dans un système un peu socialisé, où on produit pour tout le monde à partir de l'argent de tout le monde, que ce soit les impôts des citoyens ou les impôts des entreprises? Alors, je ne sais pas si cet exemple de Météo France est le bon, mais en l'occurrence, sachez que, à date, pour de multiples raisons, des décisions même de fonctionnement de cette structure, malgré le fait que ce soit public aujourd'hui, mission de service public et que le fait les prestations et les données qu'ils nous communiquent sont gratuites, elles ne dispensent pas d'acheter par ailleurs des données fiables à l'extérieur. Et que, sachez-le, c'est un sujet qui peut potentiellement poser un problème de souveraineté. Les seules données fiables sur le sujet sont des données américaines parce que leurs méthodes de captation sont différentes des nôtres. Et donc ça pose un problème c'est gratuit certes, mais ça manque de qualité. Donc si on se donnait des moyens sur des structures de cette nature de faire un travail de qualité
pour alimenter les données fiables en termes de captation des données, de modèles scientifiques pour pouvoir les extrapoler, on aurait de fait plus d'efficience. Voilà. Hervé Moret. Oui, merci Monsieur le Président. Je reviens sur ce que vous disiez, Monsieur le Président. À propos de l'ADEME, vous dites en gros que c'est une structure qui est utile, mais que le problème c'est plutôt qu'à côté de cette structure utile, il y a aussi d'autres structures utiles et que tout ça conduit peut-être à ce qu'il y ait trop de structures utiles, puisque sur vos dossiers, vous avez en interlocuteur, vous avez l'ADEME, vous avez les services de l'ADREAL, vous avez la région. Et donc, tout ça, c'est vrai, c'est une source de complexité et c'est une source de coûts et de surcoûts, parce que les dossiers des entreprises, mais pas seulement, des collectivités aussi, sont souvent instruits à 3, voire davantage encore de niveaux. Et donc, si on va au bout de votre raisonnement, on dit quoi? On supprime l'ADEME que vous jugez utile. On supprime les services de l'État alors que vous jugez à juste titre que c'est déjà ennuyeux que le préfet n'ait plus la main. On revient sur la décentralisation et on supprime les compétences des régions. Une fois qu'on a fait ce constat qui est réel, et moi ça m'arrive, comme un certain nombre d'entre nous dans cette salle, d'être agacé de voir parfois un nombre d'agents autour d'une table qu'on pourrait facilement diviser par 2, 3 ou 4. Donc au-delà du constat, c'est quoi pour vous la solution ? Le sujet, c'est, enfin, dans le cas présent, c'est ce que je vous disais, comme nous participons à la gouvernance de cette structure et que le travail a été particulièrement, j'ai envie de dire, bien fait de pédagogie sur leur mission, leur rôle, etc., au niveau du monde économique. J'ai envie de vous dire que ce serait dommage aujourd'hui de revenir en arrière là-dessus. Donc pour nous, il n'y a pas de sujet de suppression de l'ADEME en tant que tel. Après, il faut au contraire renforcer ces missions pour éviter que d'autres sujets de même nature soient traités par d'autres. Et on retrouve d'ailleurs des compétences qui traitent de ces questions de transition écologique dans différentes structures de l'État ou aussi au niveau des régions, etc. Donc on est sur un sujet de compétences et de domaine de compétences qu'il faut réaffirmer pour permettre plus d'efficience. Donc j'ai pas la solution à la question posée, si ce n'est de continuer à clarifier les dispositifs et insister assurément sur la dimension accompagnement que l'ADEME réalise aujourd'hui plutôt bien, globalement, en termes de présentation des dispositifs. Bon, le seul petit commentaire que j'ai fait tout à l'heure, c'est de dire 115 dispositifs, ça paraît hallucinant, c'est compliqué à promouvoir, on peut assurément simplifier ça, mais pour le reste, sur les missions propres de l'ADEME, il n'y a pas de sujet les concernant. Non, juste pour rebondir, la difficulté, c'est que même si l'ADEME fait très bien son travail, pour rester sur ce que vous dites, ça n'empêche, et je me répète, qu'on ait d'autres services instructeurs sur les dossiers, qui peuvent être les services de l'État, les services de la région. Et ça, vous qui chassez à juste titre la dépense publique, je crois qu'il y a en ce domaine matière à attraper, en termes de cette chasse, des économies. Mais lesquelles et comment, ça je ne sais pas. C'est par le détourage des missions et des uns des autres pour renforcer sur celles que l'on retiendra finalement comme étant les utiles et importantes leur rôle pour éviter justement les doublons que vous évoquez dans l'organisation des services de l'État. Et donc après, l'un des moyens aussi d'être efficace dans cette démarche, c'est assurément le contrat de performance qui, quand on s'engage sur des moyens et des objectifs et qu'on se prend le temps quand même sur un temps donné d'évaluer la politique qui est menée, ça permet aussi ici ou là de corriger ce qui doit l'être et ça nous paraît une bonne démarche, j'ai envie de dire à généraliser sur l'ensemble des structures. On n'a pas évoqué la question des comités. Théodile, je voudrais bien en dire un petit mot. Non, mais je prends les questions et je vous répondrai après.
Merci, Monsieur le Président. Vous avez parlé de disparité territoriale. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin sur votre propos en parlant de disparité territoriale par rapport aux agences? Alors, il y avait deux points dans mon propos. C'est en lien avec, c'est évidemment le risque de la décentralisation. Quand on décentralise, comment on s'assure que la politique nationale est appliquée de la même façon partout. Donc il y a un enjeu d'adapter la politique nationale aux spécificités des territoires, d'où évidemment l'intérêt de cette décentralisation. Après, ce qui est important, c'est que ces organisations décentralisées puissent à un moment être coordonnées et pilotées dans le territoire. Et c'est pour ça que ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une sorte de pilote, ou en tout cas de patron dans le territoire, dans le département, dans la région, pour intervenir, parce que si il y a, en contrepartie de cette décentralisation, il y a plus d'autonomie, et ici ou là, il peut y avoir des compréhensions diverses des enjeux de la politique nationale. Je ne sais pas si c'est politiquement correct de dire ça, mais s'agissant de l'OFB, typiquement, qui globalement, encore une fois, au niveau national, ça se passe plutôt très bien. Nous, on est pour décentraliser, etc. Mais on peut se retrouver après, suivant les territoires, avec des agences vraiment autonomes qui, de notre point de vue, sortent du cadre de politique publique au profit d'idéologies et qui potentiellement peuvent avoir des postures critiquables sur les territoires. C'est à ça que je faisais référence. Donc Atout France, Business France. Qu'est-ce que je vous dis sur Atout France, Business France? On a deux structures qui interviennent sur des missions importantes. Nous, de notre point de vue, il y a des différences entre ces deux et donc on n'est pas favorable à une fusion au risque d'affaiblir les structures. Et donc, on a bien compris, vous n'êtes pas favorable à la fusion qui effectivement a été un temps envisagée. Et est-ce que vous avez des pistes d'amélioration à faire sur la manière dont ces deux structures accompagnent nos entreprises à l'étranger? Ben là, on est sur des sujets de détourage pour définir les typologies d'entreprises, les secteurs d'activité, les pays, pour qu'on puisse coordonner et s'assurer de la complémentarité des actions portées par chacune d'entre elles, plutôt que de réduire leur action, tout simplement. Mais on pourrait rajouter il y a d'autres intervenants que ces deux-là dans le domaine aussi. Et donc c'est une coordination qu'il faut faire pour s'assurer effectivement du rayonnement de nos entreprises à l'export. Vous pouvez nous les citer, ces autres intervenants? Disons que là, j'ai envie de dire déjà, il y a les services de l'État en tant que tels qui accompagnent avec un certain nombre d'ambassadeurs qui ont pour mission d'intervenir aussi sur son mission économique, des chambres de commerce internationales, etc. Donc tout ça, c'est une question de coordination de moyens. Il faut effectivement que tout ce monde se parle, et puis en complémentarité de ce que peuvent faire les conseillers de commerce extérieur par ailleurs. Voilà. Vous voulez que je vous dise un petit mot sur les comités Théodule? Donc on a, je crois, aujourd'hui à peu près 300 comités identifiés à date, 317 précisément, qui interviennent au titre qui ont pour mission des instances de consultation ou délibératives, dont l'objectif est de consulter pour un coût total de 34 millions d'euros. Bon. Donc il y aurait évidemment une possibilité qui serait de toutes les supprimer, qui évidemment permettrait
régler définitivement ce sujet, mais on a aussi une autre façon d'appréhender la question en disant finalement quels sont ceux qui se réunissent et qui travaillent réellement et quels sont ceux qui se réunissent jamais et qui voilà. Donc la recommandation qu'on pourrait faire, c'est de supprimer tous ceux qui ne se sont pas au moins réunis depuis 6 mois. Ça veut dire que s'ils ne sont pas vus depuis 6 mois, ils n'ont pas été activés finalement. Est-ce que c'est utile? Et quand on regarde par rapport à ces 300, il y en a déjà 30 qui ne se sont pas réunis en question. Donc ça permettrait par défaut de régler la question. Et donc ensuite, après, la question c'est aussi celles qui ne sont pas sollicitées ou utilisées. Donc on a par exemple la commission de médiation relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles. Donc quand on regarde un petit peu le sujet, il y a des structures qui fonctionnent aujourd'hui sans avoir recours à ces comités et donc qui trouvent des solutions à des... pour le coup, sans pour autant les solliciter. Donc la question de la pertinence se pose. Le comité d'experts sur la gestion adaptative actuellement ne se réunit pas. Alors elle peut être utilisée parce qu'elle peut être utilisée pour le code de l'environnement, mais bon, on est sur des structures plus en cas de recours, en cas de problématique, et pour avoir un avis spécifique. Voilà ce que je voulais dire. Donc il y a un sujet de regarder précisément quelles sont celles qui travaillent, quelles sont celles qui se réunissent, quelles sont celles qui sont utiles, et puis par défaut potentiellement supprimer celles qui ne se sont pas réunies, donc elles ne doivent pas être très utiles. Alors, je parle là sous le contrôle de notre rapporteur de la proposition de loi sur les comités Théodule. Il a pu constater, peut-être à ses dépens, que c'est pas parce que la commission ne se réunit pas qu'elle trouve pas des défenseurs qui ont trouvé des porte-paroles vigoureux dans l'hémicycle. Donc, est-ce que vous êtes prêts à nous transmettre une liste de comités pour lesquels, vu du point de vue du MEDEF, la suppression ne pose aucune difficulté et derrière, personne ne viendra demander leur rétablissement? Ce que je peux vous Parce proposer... qu'en fait, un comité Théodule qui ne se réunit pas, en tant que tel, il génère 0 coût. Oui, puisqu'il n'a pas de salariés, il n'y a pas besoin d'organiser les réunions, donc il n'y a même pas besoin de dépenser du temps agent public pour le faire, il n'y a pas besoin de réserver de salle, et je cède la parole au rapporteur. Et peut-être dans la continuité de ce que vient de dire Madame la rapporteure, Président. Effectivement, cette expérience d'avoir été rapporteur de cette proposition de loi démontre que les choses ne sont pas si simples. On n'aurait pas une commission d'enquête d'ailleurs si les choses étaient si simples à envisager. Mais c'est vrai que lorsque je rencontrais un certain nombre d'interlocuteurs, notamment du monde de l'entreprise, mais aussi parmi les élus, sur le terrain, parfois des amis, c'est vrai que le sens commun dit voilà, il faut supprimer, etc. Et moi j'étais parti avec beaucoup d'enthousiasme dans cette idée de couper dans les dépenses. Et puis au fond, j'ai été parfois rattrapé, sans doute par méconnaissance, mais aussi rattrapé par cet aspect qui vient d'être énoncé, c'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle. Il y a un certain nombre de comités qui ne se réunissent pas, tout du moins qui ne se réunissent autant que de besoin. Oui, c'est ça. Donc, ils ne se réunissent pas, ils ne coûtent rien, avec un certain nombre de fonctionnaires qui sont déjà dans les ministères. Et donc, ils se réunissent lorsqu'il y a besoin d'un arbitrage et font partie de ce qu'on peut appeler finalement de ces corps intermédiaires. Je pense qu'ils sont importants à conserver pour continuer à avoir une relation, une liaison entre nos forces vives sur le terrain et un certain nombre d'instances nationales. Et c'est vrai que j'ai été sollicité, dans la continuité d'un certain nombre de travaux antérieurs, par la délégation aux entreprises, par la commission économique du Sénat, pour faire remonter, nous avions sollicité également le monde de l'entreprise, pour nous dire il faut conserver un certain nombre de commissions et de comités dont on avait envisagé qu'il pouvait être un comité Théodule et le supprimer. Et bien regarder, il pouvait avoir tout à fait sa pertinence. Voilà, donc... Effectivement,
Voilà, au-delà de ce que l'on peut penser a priori, pour ce qui est des comités Théodule, et ça a été une interrogation de notre commission d'enquête, de garder les comités Théodule dans le périmètre de la commission d'enquête. Parmi ces 317, finalement, c'est peut-être pas là où ça coûte, au fond. Et ça permet d'éclairer parfois les décisions des ministères. Voilà. Alors, moi, ce que j'en déduis, c'est qu'on en a supprimé un peu, qu'il faut poursuivre dans cette démarche de suivi, parce que certains peuvent avoir une pertinence pendant un temps, et ensuite, on peut renouveler tout à fait les choses. Mais j'ai bien peur qu'on passe beaucoup de temps sur un sujet, finalement, qui risque ni de simplifier la démarche, forcément, et peut-être même de couper une forme d'écoute du terrain et de ne pas trouver les mesures d'économie que l'on souhaite. Voilà. C'est vraiment toute la difficulté ici, on le voit bien depuis le début de l'audition. Mais enfin, aujourd'hui, on voit bien, malgré tout, sur le terrain, qu'un certain nombre d'interlocuteurs nous disent « Ouais, là, franchement, vous nous compliquez la vie quoi, avec vos instances. » Et c'est pourquoi Madame la rapporteure a été si précise, si persévérante, un peu mordante cet après-midi, parce qu'il va bien falloir quand même, parce qu'on est tous conscients qu'à un moment... Alors même Donald Trump aujourd'hui parle plus il parle plus, on n'y va plus à la hache, on n'y va plus non plus à la tronçonneuse. J'ai entendu ce week-end qu'il y allait au scalpel parce que il y avait un certain nombre d'instances tout à fait intéressantes à conserver. Pour autant, le budget et le budget futur est finalement gagé aujourd'hui sur des mesures d'économie au niveau des agences et il faudra viser juste. Et nous, l'idée, c'est de trouver des économies, mais c'est aussi trouver une meilleure fluidité. Et je trouve que c'était très intéressant d'entendre le monde de l'entreprise, d'avoir pensé cela. Merci au président et à la rapporteure. Mais derrière, il faut qu'on ait des éléments extrêmement tangibles et précis pour savoir là où on touche juste et où chacun se dise on est gagnant-gagnant. Non mais... Ça, je suis complètement d'accord avec vos propos sur le. Et c'est pour ça que j'ai été un petit peu, un petit peu lourd en propos introductifs sur l'enjeu budgétaire et d'économie, parce que finalement c'est ça la clé. Donc à partir du moment où on est sur des comités qui coûtent rien, j'allais dire il y a moins d'enjeux en tant que tel, puisque le prisme au-delà de l'efficacité, c'est ce sujet de dépenses publiques qu'il faut intégrer. Après, il n'empêche qu'il y a certains d'entre eux, enfin, la question de leur rôle et de leur mission est posée. Je pense au Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle, le Conseil stratégique de la recherche, qui est redondant avec le CNRS, le Comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leur échange. À partir du moment où on voit pas à quoi elles servent aujourd'hui. Alors, certains... Parmi les règles de fonctionnement aussi, parce qu'il y a le stock et puis après il y a les flux. Comment on gère tout ça? La bonne idée peut-être serait à un moment donné de dire, quand on crée un comité, on le crée avec un objet précis et en tout cas avec une durée déterminée pour qu'on puisse se réinterroger, en tout cas, ou qu'il puisse disparaître de lui-même au terme de la période considérée. Et donc finalement, quand on évoque ces questions-là, parce que pour certains d'entre eux, effectivement, ils ne se réunissent pas souvent, mais ils peuvent être très utiles en cas de saisine et de contentieux, et donc évidemment il ne faut pas négliger, mais ça repose la question, finalement, par rapport à ces politiques publiques, c'est qui incite et qui encourage. Comment on fait pour que la politique publique puisse être irriguée sur l'ensemble des territoires et auprès des mondes économiques. Voilà. Et qui ensuite instruit le dossier pour rendre possible ça et définir les conditions d'éligibilité, etc. Qui contrôle et qui, en cas de problème, est arbitre sur tout ça. C'est un petit peu ça que j'ai essayé de vous dire cet après-midi. Et aujourd'hui, au-delà des thématiques portées par les agences, on voit que ces questions-là ne sont pas traitées comme ça. Et certaines, même d'entre elles, font un petit peu tout ça. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans la notion de conflit d'intérêt potentiel sur celles qui opèrent, qui sanctionnent et qui ont le travail de faire la pédagogie. Et finalement, quand on prend au prisme de ces missions et de ces enjeux, c'est comment on organise les choses en fonction des acteurs existants et de désigner effectivement, parce que pour nous c'est très important de savoir qu'à un moment donné, face à une difficulté
j'ai envie de dire, administrative, enfin, de quelque nature que ce soit, on puisse avoir une porte à ouvrir pour pouvoir saisir du cas et aller chercher l'arbitre qui permet de dire définitivement c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Et ça, c'est important. Ce que les entreprises demandent, et pour répondre, Madame le rapporteur, sur le sujet, c'est on ne demande pas, je ne suis pas le représentant, le MEDEF n'est pas la structure qui cherche à tout prix à avoir des subventions, de l'aide publique. Nous, ce qu'on aspire finalement, c'est pouvoir travailler, innover, développer nos affaires, les pérenniser, etc. J'ai envie de dire, on aspire à la liberté. On est prêt, on a besoin en revanche de connaître les règles du jeu, qu'elles nous soient données pour être sécurisées juridiquement. Il n'y a pas pire pour un entrepreneur qu'à un moment donné se retrouver en risque juridique sur un certain nombre de situations. Donc on a besoin de liberté et de sécurité. Et puis aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est que comme on a un problème de compétitivité, il y a des transitions qu'on ne peut pas financer par manque de compétitivité par rapport à nos pays, par rapport à des pays voisins. Et donc, si à un moment donné, on est encouragé, et c'est comme ça qu'on prend le sujet, on est encouragé, aidé ponctuellement pour aller un peu plus loin ou un peu plus vite sur des sujets notamment de transition, eh bien on dit dans le contexte national, c'est important parce qu'on n'a pas les marges de manœuvre qui permettent de financer ces 40 milliards. C'est ça dont il s'agit. La transition en France coûte 40 milliards. Donc si on veut cocher toutes les cases. Les entreprises françaises n'ont pas les moyens aujourd'hui. Donc effectivement, c'est pour ça que cet argent public est nécessaire dans l'équation qui est donnée. Mais après, on peut prendre le sujet, si on enlève la pression fiscale, si on rend plus compétitif, on pourrait regagner des capacités. Et donc on ne cherche pas à tout prix à avoir des crédits d'intervention par ailleurs. Bon. Je ne sais pas si ça répond à la question posée tout à l'heure, mais c'est ça un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes. J'ai une dernière intervention. Pauline, non c'est bon, il est là. Madame la rapporteure. La rapporteure ne lâche rien jusqu'à la dernière minute. Non, mais parce que vendredi, nous avons auditionné les CTI et les CPDE. Et donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a toujours matière à garder ces organismes comme des entités publiques? Est-ce que c'est pas derrière les organisations professionnelles de filière qui devraient internaliser ces outils? Et je pourrais ajouter le CSTB, enfin voilà, tout ce qui est pour réguler, conseiller, faire de la recherche sur un secteur d'activité particulier, qui aujourd'hui est public alors que on peut se poser la question. En 2 mots, 1 minute. Ou ça pourrait être dans les compléments écrits. Non, mais ce que je vous propose, c'est dans les sujets écrits que l'on pourrait vous communiquer, c'est la réponse à la question de quels sont les organismes qui mériteraient d'être rapprochés, les comités qui mériteraient d'être regardés de près avant d'être envisagé leur suppression. Enfin, typiquement, c'est le genre de choses que l'on peut instruire et vous communiquer. S'agissant des CTI, ce sont des structures qui, comme on l'a dit tout à l'heure, fonctionnent avec des contrats de performance. Et donc, j'avoue que sur l'ensemble de ces structures, ça fonctionne plutôt bien, puisqu'on corrige en temps réel quand il y a des problèmes donnés. Et donc, entre les contrats d'objectifs, les derniers sont récents, je crois que ont été renégociés en 2024, pour une période qui court en 2028. Donc, nous, on est plutôt en confort avec les discussions et les échanges avec ce type de structure. Donc, vous les garderiez publics? Et donc on les regarderait public, oui, bien sûr, il n'y a pas de... En fait, on a un taux de satisfaction des entreprises qui est de l'ordre de 80%, je crois, dans les échanges que l'on a aujourd'hui. Donc, si effectivement, pour des mauvaises raisons, on supprime des structures qui fonctionnent, c'est pas la bonne idée du jour. Bon, même si on ne règle pas la commission d'enquête sur une seule audition, de toute façon, les apports des personnes qui passent dans cette commission d'enquête est toujours important. Et le fait que vous confirmiez qu'aussi à des endroits ça fonctionne et que c'est plutôt intéressant et qu'il faille les préserver, c'est aussi un apport important dans le cadre du travail que l'on a à faire ici. Donc merci pour vos disponibilités, merci pour les apports et la discussion que ça a généré dans cette commission d'enquête. Et puis, écoutez,
on attend aussi vos contributions écrites pour les autres questions. Merci beaucoup. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame.